Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à Débat de presse, l'émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur la RTB. C'est chaque dimanche en direct à partir de 11h et c'est avec les meilleurs analystes et éditorialistes de la presse au Burkina Faso. Ce dimanche, 4 sujets convoqués au débat. D'abord, la Commission électorale nationale indépendante avec les critiques sur son organisation du double scrutin du 22 novembre dernier au Burkina. Il est vrai que des imperfections ont été constatées, mais est-ce pour autant qu'il faille lui faire un mauvais procès? On en parle dans Débat de presse ce matin. Dans Débat de presse, l'UPC et sa défaite aux élections de novembre dernier. Quelle option s'offre au parti des Zéphirin Diabré? Réponse avec nos invités dans Débat de presse. Et puis la Côte d'Ivoire comme troisième sujet de Débat de presse. Laurent Gbagbo, l'ancien président de la République, a reçu ses passeports et envisage de rentrer dans ce mois de décembre. Pourra-t-il le faire réellement au regard de la situation qui se présente au bord de la lagune Ebrié? On en parle dans Débat de presse. Et enfin, le quatrième sujet, le Mali où la junte est accusée de confisquer le pouvoir, surtout avec la mise en place du CNT, le Conseil national de transition, et qui... comment expliquer cette situation? Est-ce un mépris de la junte à la classe politique? Réponse avec nos invités. Et nos invités, c'est Albert Nagrego de Libre Info. Bonjour Albert. Bonjour Fousseni. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à Débat de presse ce matin, Paul Mikirwamba, directeur des rédactions de Ouaga FM. Bonjour. Bonjour Kindo et bonjour à tous. Merci d'être là pour le débat. Et enfin, troisième invité à Débat de presse, Xavier Belemiégré, rédacteur en chef de Radio Burkina. Bonjour Xavier. Bonjour Kindo. Et merci d'être là pour Débat de presse. D'ailleurs, on commence avec vous, Xavier. Le premier sujet de débat de presse ce matin, c'est la CENI avec les critiques sur son organisation du double scrutin du 22 novembre dernier au Burkina. Et au regard des imperfections, est-ce qu'on peut continuer, et avec la sortie du président de la CENI, Newton Ahmed Bari, qui explique, qui donne sa part de vérité, est-ce qu'on peut continuer toujours à faire un mauvais procès à la CENI? Bon, un mauvais procès, non, parce que Newton Ahmed Bari a eu à expliquer un peu les raisons de certaines imperfections. Je pense que fondamentalement, ce qui n'a pas marché au niveau de la CENI, c'est au niveau, disons-le objectivement, au niveau des commissaires. Alors, si vous vous rappelez, il y a eu un atelier à Tinkodogo qui devrait peaufiner un peu les stratégies pour la mise en route du scrutin. Malheureusement, les commissaires ne se sont pas entendus depuis lors et on a commencé à observer déjà des bisbilles au niveau de l'institution. Et avant même le jour du scrutin, vous avez dû entendre parler de ces mouvements du maire André Griffe où des gens refusaient objectivement même de convoyer le matériel électoral. C'est pour dire que au sein de l'institution, il y avait déjà des problèmes qui ont impacté naturellement le jour du scrutin. On a vu des bulletins, non pas des bulletins, des listes d'électeurs qui se sont retrouvés par moment à d'autres endroits. Je pense que c'est l'organisation, le travail collectif qui n'a pas véritablement marché au sein de l'institution. Si vous vous rappelez, depuis l'élection même du nouveau président, bon, il y avait des clivages et beaucoup ont dénoncé un peu une certaine révolution que le président voulait apporter donc au niveau de l'institution. Je pense que c'est... Il n'y a pas de bonne guerre, Xavier, puisque en son temps, le président Barthélémy Kéré avait élevé le niveau de l'organisation à un certain sommet. Et pour Newton, c'était un challenge de pouvoir aller au-delà. Voilà, c'est pour cela que je dis que c'est, je vais dire, la sincérité des commissaires. Voilà, parce que les gens n'ont pas voulu, de mon point de vue, au regard des critiques par-ci par-là, les gens n'ont pas voulu travailler en symbiose. Voilà, je ne sais pas objectivement les raisons de chaque commissaire. S'ils étaient venus pour travailler vraiment pour une bonne organisation des élections, je pense qu'ils devraient se mettre main dans la main pour que les petites bisbilles, qu'on puisse dépasser ça, vraiment aller au-dessus de la mêlée pour pouvoir réussir l'organisation du scrutin. Ça n'a pas marché de mon point de vue parce que les gens n'ont pas travaillé vraiment en symbiose. Les gens n'ont pas été solidaires jusqu'au bout. Si vous vous rappelez, même au niveau de la proclamation, on a vu cette
ces commissaires de l'opposition qui ont voulu s'écarter un peu pour dénoncer. Moi, je pense que si vous avez prêté serment pour travailler, pour aboutir à des résultats, je pense que pour la nation, dès lors que la machine est engagée, on doit regarder dans la même direction. On ne doit pas revenir sur des questions de chapelle politique ou des opportunités qu'on n'a pas pu avoir parce qu'il y a une rigidité que le nouveau président a voulu imposer. Je pense que les commissaires n'ont pas été solidaires et c'est les raisons pour lesquelles, en tout cas, l'institution a péché par moment. Oui, Paul Mikirwamba, pour vous, quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Alors, il y a pas mal de leçons à tirer, justement, de l'organisation de ce double scrutin. Aujourd'hui, on est un peu en regret de constater qu'on n'a pas pu capitaliser les expériences des années antérieures. C'est vrai que, objectivement, si on doit faire une forme de comparaison entre la façon d'organiser les élections au Burkina par rapport à d'autres pays, on n'a pas donc à se plaindre parce que quand même, on a atteint un certain niveau, il faut le reconnaître. Vous l'avez rappelé d'ailleurs. Il a dit, et je crois qu'il a raison, parce que seulement il faut mettre cela à l'actif de toutes les CENI qui se sont succédées jusqu'à aujourd'hui, parce que vous savez que c'est une institution qui est constamment renouvelée à travers son président, à travers également ses commissaires. Vous l'avez rappelé, M. Barthélemy Kéré, qui a réussi l'organisation des scrutins de fin de transition, a mis donc l'organisation à un certain niveau. Il aurait fallu, et c'était un défi effectivement pour la nouvelle équipe, non seulement de maintenir le cap, mais également de faire un pas de plus. Et je pense que c'est ce qu'ils ont essayé. Les réformes, comme vous avez rappelé, ont voulu être introduites dès le début. On a vu effectivement la crise que ça a créée depuis l'installation de l'équipe actuelle. Et on a vu une équipe qui était vraiment engagée, hein, c'est l'impression en tout cas que l'équipe m'a laissé, de réussir l'organisation de ce scrutin-là, le double scrutin. Moi j'ai même l'impression qu'ils ont voulu tellement bien faire qu'ils ont oublié certains détails qui ont été constatés évidemment le jour du vote avec les irrégularités, les dysfonctionnements que nous avons tous constatés. Aujourd'hui, il est difficile de comprendre, il est difficile de faire admettre à un Burkinabé lambda qu'un bureau de vote ne puisse pas s'ouvrir. Même si c'est un seul, Newton Amel Barry l'a reconnu, c'est quand même énorme et c'est difficile de comprendre. C'est également difficile de savoir aujourd'hui que malgré tous les efforts qu'on a mis, malgré les moyens qu'on a déployés, et que l'on se retrouve donc avec des listes électorales qui ne correspondent pas au bureau de vote où ces listes ont été déposées. C'est difficile d'admettre que l'on se retrouve avec des bulletins de vote pour les législatives qui ne correspondent pas à la circonscription électorale donnée. Parce que vous savez que le bulletin pour la législative, ça change d'une circonscription à l'autre. Voilà autant de dysfonctionnements que l'on a constaté. C'est vrai, on a vu la sortie médiatique du président Newton Amel Barry qui a reconnu certains dysfonctionnements, mais il estime, et je pense qu'il a raison, que les gens ont exagéré. Évidemment, quand il donne les chiffres, on parle, prenant l'exemple de la région du centre, où sur plus de 3800 bureaux de vote, un seul n'a pas pu ouvrir à temps. C'est là, évidemment, on sait que les médias, évidemment, ont contribué à grossir un peu cela. Mais bon, moi, je me dis quand même que ce sont des détails qu'on aurait pu régler. Et je pense que c'est beaucoup plus facile à régler que les autres aspects que l'on a connus, les autres défis. Alors, aujourd'hui, je crois d'ailleurs que, et comme pour répondre directement à votre question, il y a pas mal de leçons à tirer de cela. Maintenant, je crois d'ailleurs que le tout n'est pas le président de l'institution. Vous savez qu'il travaille avec des hommes qui peuvent également se tromper, mais on aurait pu mettre en place un dispositif qui permettrait de rattraper les choses rapidement. Alors, il est difficile de comprendre, comme je l'ai dit, un bureau de vote, un seul, dans une ville comme Ouagadougou, qui n'arrive pas à s'ouvrir et que l'on n'a pas pu rattraper entre 6h et 10h et qu'on attend jusqu'à 16h. Voilà donc la situation que l'on a aujourd'hui. Donc je pense que... Ce qui nous revient, Paul Miki, il semble que même pour le convoyage du matériel, ça avait été contracté avec une société qui, à la dernière minute, avait souhaité être payée avant de pouvoir le faire. Et il a fallu l'intervention du président des syndicats de la fêtière des organisations de transport pour que cette situation soit décantée. Est-ce que l'un dans l'autre aussi, la CENI n'a pas sa part de responsabilité? Oui, je pense que la CENI a sa part de responsabilité. Ce genre de contrat, il faut en être sûr, complètement sûr avant justement de s'engager, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas prendre ça pour justifier un dysfonctionnement. Il aurait fallu effectivement prendre toutes les mesures qu'il fallait pour permettre justement le déploiement de ce matériel-là. Parce que nous sommes dans un contexte où effectivement les gens prennent le marché, après ils n'ont pas confiance, ils veulent être payés. Je crois que ce sont des choses sur lesquelles on aurait pu donc anticiper pour éviter ces dysfonctionnements qui sont venus. Et là, je pense que Newton Amel Barry a raison, qui sont venus ternir un peu l'image
de l'organisation de ce scrutin-là. On a l'impression que c'est du tissu blanc avec quelques taches noires et on ne voit que les taches noires alors que si on vous dit aujourd'hui le nombre de bureaux de vote qui ont fonctionné. Moi-même, de façon générale, mon problème ne se pose pas au niveau donc de l'organisation pratique de ce scrutin. C'est vrai, il y a eu des dysfonctionnements qu'on aurait pu rattraper, mais le vrai problème se trouve donc au niveau de la classe politique qui, de mon point de vue, n'a pas su mobiliser les électeurs comme il fallait, parce que je suis un peu déçu non seulement du taux d'enrôlement, mais également du taux de participation à ces élections, et qui font justement que le chef de l'État élu l'a été avec environ 1 800 000 voix, alors qu'il y a beaucoup de Burkinabés et qui constituent une majorité silencieuse qui ne s'exprime pas. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas d'études pour savoir pourquoi cette majorité silencieuse est tapée dans l'homme, au-delà justement de ceux qui ont été empêchés de participer au vote pour des raisons que l'on connaît, c'est la question de sécurité. Alors pour le reste, là, vraiment, c'est là que se trouve mon problème, pas forcément dans l'organisation. On a fait un scrutin, les résultats sont là, les opposants sont allés féliciter le nouvel élu, et je crois que grosso modo, les choses se sont bien passées et on attend justement le dernier mot du Conseil constitutionnel. Oui, Albert, votre lecture sur cette situation, notamment ces imperfections qu'on a constatées ça et là dans l'organisation du double scrutin du 22 novembre. Oui, en fait, moi je suis d'accord qu'il y a eu des insuffisances, il y a eu des dysfonctionnements, mais je l'ai déjà dit ici et je répète, il n'y a pas que la CENI qu'il faut imputer cette responsabilité aujourd'hui. Moi je vois entièrement que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition dans cette affaire. Parce qu'on a suivi l'enrôlement qui s'est bien déroulé et même des agents d'enrôlement qui sont allés dans des zones où on n'imaginait pas aussi facile, mais qui ont réussi quand même l'enrôlement dans ces zones-là sans véritablement un incident en tant que tel, que ce soit physique ou moral, parce que l'armée avait aussi été mise en contribution et nous, on s'est félicité d'avoir réussi pour la première fois ce score-là. Donc, du processus de l'enrôlement à la diaspora jusqu'au Burkina, dans des zones d'insécurité, jusqu'au 22, je pense que tout s'est bien passé et la CENI avait l'assurance qu'elle pouvait donner même les résultats jour J plus 1. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a eu l'impression que la classe politique s'est mise en retrait et laissé la CENI tout seul pour organiser ces élections. Non, ce n'est pas quelque chose de gagné. Il faut avoir l'œil sur le processus jusqu'à la fin. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on a besoin d'un audit pour le fichier électoral. Il ne suffit pas de dire également qu'on va réviser le code électoral pour permettre dans certaines circonscriptions de faire l'élection. Et le jour J, on est surpris de ce qui arrive comme manquement. Parce que moi, je vois un peu mal que l'opposition qui a lancé des appels depuis longtemps pour dire qu'il y a eu des tentatives de fraude ou de corruption électorale sur le terrain, qui a fait une conférence de presse le 21 à la veille du scrutin, le soir, pour montrer des vidéos, pour dire qu'on a saisi le procureur. Cette opposition ne savait pas que, à quelques heures du scrutin, il y a des zones dans le pays où le matériel n'est pas encore acheminé. Ils n'ont pas sonné la lettre. La majorité également, c'est pareil. Personne n'a sonné la lettre. C'est dit qu'on s'est levé, on était tous sûrs que tout ça allait bien se passer. On se lève le matin, maintenant on constate que à gauche, à droite, il y a des problèmes. Et que maintenant on va taper sur la CENI. La CENI a certes sa responsabilité, mais les acteurs politiques ont leur responsabilité. Si on arrive à appeler des commissaires de l'opposition pour quitter la compilation, la salle de compilation, parce qu'il y a une irrégularité, qu'est-ce que ces commissaires ont fait au moment opportun pour vous donner l'information qu'à la CENI, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond? Personne. Vous avez eu des renseignements, à votre avis, qui est fiable, ou du moins qui sont fiables, pour pouvoir dénoncer des cas de corruption électorale. Au moment de l'enrôlement, on a vu un peu partout au Burkina où des gens ont été signalés dans des localités. Mais à la veille du scrutin, on ne savait pas que le matériel n'est pas acheminé, on ne savait pas que des bulletins de vote manquaient, on ne savait pas que des PV manquaient, on ne savait pas qu'il y avait des problèmes d'urnes. Et même la nuit, on a vu des urnes convoyées à moto, mais on est resté bouche cousue. Parce qu'on s'est dit que c'est la CENI. Si elle réussit, c'est ça. Si elle ne réussit pas, c'est ça. Mais les résultats... Pour vous, Albert, est-ce que c'est fait à dessein? Même si ce n'est pas fait à dessein, ça montre encore la maturité de la classe politique burkinabé. Est-ce qu'on est suffisamment, la politique burkinabé ou la classe politique burkinabé est suffisamment mûre pour faire face à de telles élections pour s'assurer de la transparence? Parce que quand on parle de la transparence également, ça sous-entend que dans le processus d'organisation, tout est clair. Il n'y a pas de zone d'ombre. Mais ici, ça veut dire que s'il s'agissait de bourrer des urnes peut-être la nuit, des gens ont eu l'occasion de le faire, ou si c'était fait à dessein pour ne pas qu'il y ait des urnes ou des bureaux de vote qui soient ouverts le jour du vote, ça veut dire que ceux qui l'auraient commandité ont eu le temps de le faire. Donc, on est resté à l'écart, on n'a pas assisté et on attend le jour J. Et quand on va plus loin, le président de la CENI, quand on révisait le code électoral, où était l'opposition? L'opposition n'a pas marqué forcément
son refus. Aujourd'hui, le code électoral, nous, Ahmed Barry, c'est basé sur certaines dispositions pour annuler certains bureaux de vote ou pour fusionner certains bureaux de vote. Et l'opposition, la majorité s'étonne aujourd'hui que ce sont des décisions unilatérales. Mais tout ça, il s'est basé sur le code électoral. Et c'est le même problème. Quand on a voulu commencer les médias 90 jours avant la campagne, l'ouverture de la campagne, il faut éviter la campagne déguisée. Les partis politiques, qui a parlé? Il a fallu attendre, être dans le délai pour qu'on voit maintenant dans la révision du code électoral la tenue compte de ça pour dire désormais on va à 30 jours. C'est-à-dire qu'au moment où on fait les textes, on a des acteurs politiques qui sont loin du jeu, ça ne les intéresse pas. Alors que moi je peux comprendre qu'un parti politique aujourd'hui qui se dit quand même sérieux, manque de juristes ou des avocats, manque des experts. Quand vous prenez les bureaux politiques, il y a des experts en organisation électorale, il y a des experts en quoi contentieux, vous avez des avocats dans les partis politiques, mais ils font quoi? On a créé ce poste-là pour les récompenser, faire plaisir. Personne ne joue son rôle. Si vous êtes expert en organisation électorale et qu'à un mois de la présidentielle, vous n'êtes pas au parfum de ce qui se passe à la CENI. Vous n'êtes pas au parfum de ce qui se passe au niveau de la justice, parce que vous attendez 48 heures du scrutin pour saisir la justice parce qu'il y a corruption électorale supposée quelque part. Moi, je pense qu'il y a du laisser aller à tous les niveaux. Il ne faut pas en vouloir à la CENI seulement, parce que la CENI aussi a réussi des prouesses là où on attendait moins. Je prends par exemple le cas des zones d'insécurité, ou à Fada, dans la région de l'Est, dans la région du Sahel, dans la région du centre-nord ou dans la région du nord, avec la complicité de l'armée, ils ont réussi quand même à faire des enrôlements. C'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance. Aujourd'hui, Newton, dans son écrit, dit que son institution a permis d'organiser l'élection pour qu'il y ait 127 députés. La question, on l'a posée plusieurs fois ici, on s'est posé la question, est-ce qu'il n'y aura pas de provinces où les députés ne seront pas représentés ou élus? On n'a pas trouvé de solution. Moi, je pense qu'il y a eu des hauts, des partis où il faut féliciter la CENI, mais cette affaire du 22 novembre, là, le jour J, là, ils sont tous responsables, que ce soit la CENI, que ce soit la classe politique. Oui, une réaction. Je voulais réagir. C'est vrai qu'il y a certaines préoccupations quand même qui ont été soulevées par l'opposition. Maintenant, est-ce que l'opposition avait les moyens vraiment de résoudre le problème le 21 lors de leur conférence de presse? Je pense que la préoccupation de la classe politique là, doit être reposée ici. Depuis 2015, je crois qu'il y avait eu un colloque où le professeur Ibiliga et autres personnes proposaient qu'on crée vraiment une administration électorale indépendante. Genre une sorte d'agence, voilà, chargée d'organisation de l'élection sans les partis politiques. Oui, c'est vrai, dans les bureaux des partis politiques, il y a toujours des responsables chargés des questions électorales et autres, mais la CENI doit être vraiment neutre si on veut vraiment réussir des élections parfaites. Voilà, il faut qu'on recrute des gens à l'image de l'ASC, LC, ils vont prêter serment, ce n'est pas les 15 commissaires qu'on ne peut pas retrouver au Burkina, 15 Burkinabés commissaires de la CENI, voilà, assez intègres, qu'on attend des résultats clairs au bout du scrutin. Je pense qu'on peut les recruter. On a encore 5 ans pour préparer les nouvelles élections de 2025. Il faut qu'on aille dans cette dynamique. En 2021. Oui, on peut dire que ça, c'est des approches. Mais il faut qu'on aille dans ce sens. Même si la classe politique va être représentée au niveau de l'institution, qu'il joue vraiment le second rôle. Que les 15 commissaires de la CENI là soient vraiment neutres, issus de Burkinabés intègres, qui vont prendre des décisions. Il ne faut pas se laisser à la dernière minute, on agit ou on n'agit pas, et puis on attend à la fin des élections pour indexer X ou Y parce qu'il n'a pas fait son travail. Si on est dans une administration électorale neutre, je pense qu'on pourra résoudre vraiment beaucoup de... La question, moi je voulais dire, parce que là, nous on a eu à faire une interview avec Khalifa Serré, qui est bien connu d'ailleurs, l'ancien secrétaire général du ministère de l'administration territoriale. On pourrait dire qu'il a été au cœur aussi de l'organisation de ces élections, qui dit qu'il y avait des réformes depuis 2005, qui souhaitent qu'au niveau de l'ENAM, on forme des administrateurs civils sur l'organisation des élections, ainsi qu'à l'ENAREF également, pour permettre par exemple l'ordonnancement du budget de la CENI. Il vous révèle que c'est quand même, après le ministre de l'économie et des finances, c'est le président de la CENI qui est le plus grand ordonnanceur, parce qu'il a quand même des milliards qu'il faut évacuer en quelques mois. Alors, donc, il y a tout ça, des réformes ont été annoncées pour voir comment au niveau de l'ENAM, il faut former des administrateurs civils sur la question électorale, mais à l'ENAREF également, former des gens aussi qui pourraient être intéressés par la question électorale, afin de rendre encore, je ne sais pas s'il faut aller dans votre idée de l'agence, l'organisation des élections, ou bien il faut continuer avec la CENI, mais avec des gens qui sortent de l'école,
spécialisés dans la question. Voilà. Sur la question, oui. En fait, sur cette même question, je pense effectivement qu'il faut évoluer dans l'organisation des scrutins parce qu'on a vu c'est passé des mains du ministère de l'administration à une commission, j'allais dire indépendante, c'est qu'il y a une bonne chose évidemment, mais bon, il faut savoir également que de plus en plus il y a une certaine même mise en tout cas des partenaires. Vous savez que les élections dans nos États sont bien financées, certainement que c'est ce qui fait qu'il y a des conditionnalités qui sont posées que l'on a une CENI comme ça. Sinon si effectivement c'est un avis personnel que j'émets, je suis d'accord qu'on doit évoluer vers une forme de commission électorale qui soit neutre et pas forcément équilibrée, parce que ce qu'on est en train de faire ici c'est une commission équilibrée où on a la société civile, la majorité et l'opposition. Tant qu'on aura des acteurs politiques qui ont intérêt dans l'organisation des élections, on aura toujours ces polémiques, on aura toujours des situations où des commissaires vont se retirer, on aura également d'autres situations où des partis politiques viendront défendre la CENI, d'autres partis politiques viendront charger la CENI, comme ce qu'on a vu cette année, parce que vous voyez certainement que et tout ce que l'on a fait, quand il s'agit effectivement de donner la parole à la majorité, on a même quelquefois le sentiment que dans ses interventions, elle défend la CENI, alors que c'est une commission qui est censée être indépendante. Et de l'autre côté aussi, on a la majorité et l'opposition perdante, et qui, comme quelqu'un qui est tombé, accuse un peu là où il a un peu trébuché. Et c'est effectivement ça, parce que quand on est en une situation de perte, là, on cherche toujours un bouc émissaire. On est dans cette situation depuis des années, sinon je suis d'accord évidemment qu'il faut évoluer vers une forme de commission complètement indépendante et qui est organisée par des structures qui ne sont pas du tout politiques, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, comme c'est le cas d'ailleurs au niveau d'une institution comme la justice. Ça peut bien se faire. Maintenant, bon, est-ce qu'on n'est pas lié par les partenaires qui financent les élections, qui ont des conditionnalités, qui voudraient également une certaine réforme ou une certaine représentativité effectivement de la classe politique au niveau justement des élections. Je suis fondé à croire évidemment. C'est un bon débat que l'équipe pose parce qu'aujourd'hui les élections passées viennent de coûter combien? Je crois que c'est autour de 100 milliards. Est-ce que pour une élection couplée législative et présidentielle, c'est pas aussi un devoir souverain que l'État aussi s'approprie quand même l'organisation de ces élections en faisant fi quand même des partenaires techniques et financiers? Parce que là aussi c'est une autre problématique qui vient de se poser, parce que je me souviens qu'en 2015 ils avaient même annoncé que certains logiciels même utilisés au niveau de la CENI avaient été imposés par un partenaire qui souhaitait que ce soit ce partenaire-là qui recommande ou qui trouve à financer. Bon, on a vu encore que l'audit du fichier international, l'audit du fichier par des experts, il y a eu le IF qui est intervenu avec des experts, il n'y a pas que le IF seul d'ailleurs. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est aussi des questions préoccupantes qu'à un moment donné, l'État burkinabé doit se dire que c'est souverain, on va s'engager à le faire, on n'est pas quand même à 100 milliards près. Il faut l'accepter, il faut l'assumer. Oui. Paul Miki, deuxième sujet de débat, c'est le scrutin en lui-même et les résultats provisoires qui sont publiés depuis un moment par la CENI. On a des victoires, mais on a aussi des défaites. Tout à fait. Et l'une des défaites, c'est certainement celle de l'UPC. Et beaucoup d'eau coule sous les ponts en ce moment par rapport aux options que ce parti politique pourrait avoir pour se repositionner sur l'échiquier politique. Oui, c'est vrai, on fait un peu de la fixation sur l'UPC parce que des regards étaient tournés vers ce parti qui a géré le chef de file de l'opposition pendant les 5 dernières années. Mais il faut dire au passage qu'il y a d'autres partis qui, de mon point de vue, ont perdu plus que l'UPC. Il y en a qui ont quitté complètement l'Assemblée nationale. Je pense au Parti de la Renaissance nationale qui, malgré sa cohabitation avec la majorité, n'a pas réussi à se faire élire. Je pense également à certains autres partis comme la NAFA et bien d'autres qui ont quitté l'Assemblée nationale n'ayant pas de députés. Mais vous avez raison, on fait fixation sur l'UPC parce que c'est un gros parti politique, disons les choses comme ça. Le parti avait 33 députés pour la législature en cours de finition. Aujourd'hui, il se retrouve donc avec 12 députés. Je crois que les raisons sont bien connues. C'est essentiellement la crise que le parti a connu, c'est aussi la saignée des députés même que le parti donc a enregistré au cours de cette législature-là. On connaît un peu le parcours politique de l'UPC jusqu'aujourd'hui. Même la veille de ces élections, on a vu effectivement des défections au sein de ce parti. Donc il fallait plus ou moins s'attendre à ça. Mais la conséquence de cette défaite entre guillemets de l'UPC, c'est bien connu, c'est que le parti n'est pas élu. Le candidat du parti n'est pas élu chef de l'État. Le parti également chef. Non, je parle d'abord chef de l'État, puisque Zéphirine Diabré n'est pas élu. Ça, c'est une première conséquence. Deuxième conséquence, le parti aussi perd
son poste de chef de file de l'opposition, évidemment. Et bon, il va falloir donc réfléchir profondément parce que de sa position de deuxième force politique, l'UPC est désormais la quatrième force politique après le MPP, le CDP et le NTD. Donc c'est effectivement une défaite, mais bon, on attend de voir évidemment ce que les conséquences politiques et que l'UPC va tirer justement de ces résultats-là. C'est vrai quelle option pour vous ne répondez pas à la question? Oui, je vous vois venir évidemment. Quelle option? Parce que beaucoup de gens pensent déjà que l'UPC est en train donc de se préparer pour ne pas siéger au CFOP. On n'en sait rien pour l'instant. En tout cas, moi personnellement, je ne suis pas dans le secret de deux. Je ne sais pas quelle sera donc la décision de l'UPC, mais de deux choses l'une, soit l'UPC reste un parti de l'opposition pour continuer son combat évidemment qu'elle a engagé depuis sa création, ou alors elle fait donc elle prend la décision d'aller donc siéger au niveau de la majorité avec ses 12 députés et pour ne pas rester éternellement au niveau donc de l'opposition, parce qu'évidemment beaucoup de gens ont estimé que c'est sa dernière carte qu'elle joue en tant que parti politique. Il faut donc aller se faire une nouvelle santé avec la majorité, puisque ici on a le CDP qui donc va gérer certainement le poste de chef de file de l'opposition à travers son président Edi Kombego. Donc si l'UPC reste donc à l'opposition, on se pose la question, que deviendra Zéphirin Diabré, simple député? C'est pas évident. Et que deviendront également les autres cadres de ce parti-là qui se sont targués à un moment donné donc d'être leader au niveau de l'opposition. Et quand on sait également que le leadership en politique compte beaucoup, on se pose la question de savoir si le Zéphirin Diabré et ses camarades n'iront pas troquer évidemment leur 12 députés contre des portefeuilles ministériels ou une cohabitation avec la majorité. Mais pour l'instant, rien n'est joué. Je crois bien que, n'étant pas dans les secrets de Dieu, ce ne sont que des supputations que l'on fait. Oui, Albert, est-ce que pour vous, cette tentation peut être forte au niveau du parti des Zéphirin Diabré? Oui, moi je l'ai déjà dit que il serait intéressant pour l'UPC d'aller à la majorité. Sauf qu'actuellement, l'UPC à la majorité, ça ne se vend pas trop cher. Excusez-moi de l'expression. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, sans forcément l'UPC, le MPP a la majorité déjà avec le NTD et puis c'est un parti comme l'UNIR-PS, le PDC. Donc aujourd'hui, si l'UPC veut aller à la majorité, en termes de députés, ça dit que le MPP peut faire les propositions qu'il veut, aisément parce que le rapport de force est à son côté et il sait qu'avec l'UPC ou pas, on a la majorité. Maintenant, tout dépend de ce que l'UPC voudrait devenir dans 5 ans, dans les 5 prochaines années. Est-ce que l'UPC veut revenir aux élections en 2025 avec force? Si l'UPC veut revenir avec force, bien naturellement, il faut aller à la majorité, mais savoir aller à la majorité. C'est-à-dire que c'est vrai que ça ne va pas cher, mais tout dépend de comment ça se discute, comment ça se négocie, parce qu'il y a des choses qui vont se dire de façon en off, qui se diront dans les coulisses, qui peuvent bien arranger l'UPC. Maintenant, si l'UPC va parce que je vais à la majorité, parce que je ne veux pas rester à l'opposition, j'ai perdu mon poste de chef de file de l'opposition, et que je ne veux pas aussi rester aux côtés du CDP qu'on a combattu en 2015, 2014, donc il y a un problème. Mais l'idéal, c'est d'y aller. Maintenant, comment? Parce que moi, je trouve que c'est très important que Zéphirin lui-même, s'il y a lieu d'aller à la majorité, qu'il fasse partie de ce gouvernement. Mais est-ce que le MPP va accepter concéder cela à Zéphirin Diabré? Ce n'est pas évident. Mais les discussions, en principe, doivent rester ouvertes pour pouvoir garder au moins un bon niveau qui va permettre de s'affirmer, d'affirmer son leadership pour que ce leadership-là puisse être un atout pour lui en 2025. À défaut, ce n'est pas étonnant que dans les rangs même de ces 20 et de ces 12 députés, qu'ils perdent encore des députés d'ici 2025. Oui. Ce n'est pas exclu que dans ces rangs des cadres de l'UPC, qu'ils perdent encore des militants d'ici 2025. Et à cette allure, vous risquez de vous retrouver en fin de compte sans forcément des lieutenants. Et si on prenait le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'ils puissent faire du démarchage pour recruter d'autres cadres? Il aurait fallu le faire depuis 2012. Malheureusement, jusqu'en 2020, on a constaté qu'il n'a pas pu faire ce recrutement-là. Parce qu'après les législatives et municipales de 2012, il est resté avec ses militants jusqu'aux élections de 2015. En 2015, il est resté avec eux jusqu'en 2020. En 2020, on peut dire peut-être la grosse recrue ou révélation, ça a été le Sambandé Naba, qui est arrivé, qui a été élu, je crois d'ailleurs, député sur la liste nationale. Mais à la fois, il a perdu aussi le Poué Nava, il a perdu Nathanaël Ouedraogo, il a perdu encore d'autres cadres du parti qui ont réussi à se faire réélire député
députés dans leur zone et qui ont quand même réussi à créer des voix encore pour le parti au pouvoir ou disons pour Roch Kaboré pendant ces élections. Parce que quand vous avez quelqu'un qui arrive à se faire élire député dans une zone, c'est au minimum peut-être, sauf la région du Sahel où on a connu des chiffres un peu trus, sinon c'est minimum 5000 voix, c'est minimum 5000 voix pour certaines localités. Donc 4 de ces dissidents qui sont partis, qui ont réussi à se faire réélire député, ça fait, on peut évaluer au minimum autour de 20 000 voix déjà que il a peut-être perdu. Donc je me dis que si aujourd'hui il veut rentrer à la majorité, ce serait bien, mais c'est de savoir faire le bon choix. Dans tous les cas, son parti, on l'a fait déjà l'appel avec Arma Wali en 2015 et les Nathanaël Ouedraogo, on l'a fait le signal en 2000, voilà, à quelques jours des élections. Est-ce qu'il va continuer à dire que je n'ai pas ma place au niveau de l'opposition? Et ce que les gens disent, ça se confirme parce qu'en 2014, ils ont dit oui, Zéphira a travaillé pour l'alternance, le MPP est venu et le MPP a réussi à se faire élire. En 2015, l'UPC a travaillé encore avec le CDP jusqu'aux élections de 2020 et le CDP est venu prendre la place des chefs de file de l'opposition. Est-ce qu'il faut rester sur cette pente ou il faut changer? Moi, je pense qu'il faut aller à la majorité s'il y a lieu de le faire. Du côté de la majorité aussi, le parti au pouvoir dit que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de contact officiellement, mais attendons de voir. Oui, Xavier, pour vous, l'UPC doit toujours rester adjuvant ou il faut je pense que l'avenir vraiment de l'UPC, des Zéphirin Diabré est incertain par rapport à cette législature qui se profile à l'horizon. Alors, on ne va pas revenir sur les causes un peu de cet échec. Maintenant, Zéphirin Diabré, figurez-vous, il avait été ministre avant les années 2000. Alors, Zéphirin Diabré, encore simple ministre 20 ans après, qui a combattu un peu les sociodémocrates, parce qu'on en a parlé aussi sur ce plateau. Voilà, pour moi c'est un faux mariage quand l'UPC va aller à la majorité aujourd'hui, siéger avec le MPP. L'UPC qui a défendu des idées des libéraux pendant depuis 2015 jusqu'à maintenant, je ne vois pas ce que Zéphirin Diabré peut encore proposer pour contrebalancer un peu les idées au niveau de la majorité, au niveau du MPP. Ça veut dire que l'avenir même du président du parti est incertain pour moi dans la classe politique. Quelqu'un qui a été ministre avant les années 2000, qui a travaillé dans beaucoup d'institutions, qui revient, qui devrait, de mon point de vue, grandir voilà, sur le plan politique et qui a lamentablement échoué avec ces dernières élections. Bon, pour moi, ça pose beaucoup de problèmes. Quand même lamentablement, il a eu au moins 12 députés. Non, mais il faut dire par rapport à c'est la dégringolade. Voilà, justement, l'UPC est toujours la quatrième force politique, ça on l'admet. Maintenant, c'est par rapport au parti. Figurez-vous qu'il y a un problème de leadership. Paul l'a dit ici, mais vous voyez que ceux qui sont sortis de l'UPC sont arrivés à se faire élire députés dans d'autres partis. Voilà. Ça veut dire que c'est un problème de leadership de la part du président du parti en tant que tel. Sinon, il y a des cadres au niveau du parti. Mais pourquoi le parti n'arrive pas à garder cette cadence pour monter? Véritablement, il y a un problème et moi, je vois mal l'UPC vraiment dans la majorité. Oui, Albert. Si l'UPC veut aller dans la majorité, il faut bien que les deux, que ce soit la majorité ou l'UPC, acceptent. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous vous donnez, je ne sais pas, une plateforme, ou en tout cas un minimum d'accord politique qui est clair. Si aujourd'hui, on pense que la réconciliation est un sujet important pour le quinquennat à venir, et qu'on pense que la lutte contre l'insécurité, le terrorisme est aussi important, qu'on pense que l'union de Burkinabé est une véritable union importante, qu'on pense qu'on veut évacuer les dossiers de justice qui sont pendants depuis des années, et qu'on pense qu'on veut réformer véritablement le système scolaire également, moi, il faut repartir autrement avec peut-être l'UPC là, dans un futur collaboration. Des missions. Arriver même à oublier cette tendance de majorité opposition ou de celui qui est venu de l'UPC et on crée un pouvoir, un gouvernement solide de façon ensemble. C'est-à-dire que ce qu'on aurait aimé avoir en 2015 après l'insurrection, c'est-à-dire que M. Benouani est allé, des gens ont critiqué, alors que des gens ont dit qu'après l'insurrection de 2015, le pouvoir de 2015, certains ont cru qu'il fallait faire véritablement la transition maintenant en associant tous les partis politiques qui ont participé à l'insurrection. Ça n'a pas été le cas. Si en 2020, on pense qu'il y a des sujets majeurs de la nation qui nous intéressent et qu'on pense que Zéphirin Diabré peut être une intelligence de plus pour qu'on puisse atteindre des résultats, il n'y a pas de calcul qu'il faut faire. Moi, je pense qu'à ce moment, il faut accepter et on se met d'accord à écrire peut-être
une feuille de route bien claire, concise, et on passe à la réalisation. Cette réalisation, ça peut être, comme vous le voulez, un dialogue national au préalable, ça peut être la réconciliation, ça peut être ensemble, comment on met les idées ensemble pour lutter contre le terrorisme, comment on arrive à évacuer tous ces dossiers de justice qui sont pendant depuis des années, y compris le dossier de l'insurrection populaire. À ce moment, on ne fait plus de calculs. Et on se met ensemble, on ferait les intelligences. 2025, c'est une porte ouverte qui est là. En 2025, le président Kaboré certainement va désigner son dauphin, ou le MPP va désigner son dauphin. L'UPC également va désigner son candidat. Le CDP va désigner son candidat, ainsi de suite que les autres. C'est une élection encore ouverte, à mon avis, qui est là. Maintenant, avec une CENI, peut-être qu'il va travailler aussi à faire mieux pour la transparence de ces élections. Oui, alors, pour terminer sur ce sujet. Je voudrais dire qu'on parle là, certainement de l'UPC, mais il faudrait également parler du MPP. Puisque si on parle donc de l'UPC qui doit rejoindre la majorité, il faut également voir comment est-ce que le MPP va accueillir cela. Quelqu'un l'a dit sur ce plateau, l'UPC aujourd'hui dans le contexte actuel n'est pas très cher, hein, parce que le MPP aujourd'hui n'a pas forcément besoin d'alliés en plus de ses alliés traditionnels pour donc avoir une certaine majorité. Maintenant, qu'est-ce que le MPP va offrir à l'UPC en retour? Parce qu'il ne s'agira pas simplement d'aller dire que le groupe parlementaire UPC est désormais de la majorité et c'est tout. Certainement qu'il y aura des négociations politiques. Vous savez certainement que quand on vient à la cohabitation, en plus des députés qui vont à la majorité, il y a également des portefeuilles ministériels qu'on peut se partager. Est-ce qu'aujourd'hui le MPP est prêt à sacrifier un certain nombre donc, de portefeuilles ministériels pour l'UPC quand on sait effectivement qu'il y a lieu aussi de récompenser certains partis alliés, non seulement les alliés traditionnels comme l'UNIPS, comme le NTD. Bon, le parrain parti, on ne sait pas comment les choses vont se passer à ce niveau. Mais de l'autre côté également, il y a effectivement l'UPC qui va faire son entrée. Est-ce que le MPP va accepter, concéder un certain nombre de privilèges, un certain nombre de strapontins à l'UPC pour que ce parti-là accepte justement cette cohabitation? Voilà donc l'autre équation également qu'il va falloir travailler. Donc, pour vous, la sincérité de celui qui accueille peut se poser. Exactement, il y a ça aussi. Bon, on le sait tous, hein, avec le sang du PC, la majorité est là, mais bon, on attendra de voir peut-être que dans les calculs politiques. Il ne peut pas évacuer même la majorité, quelle que soit la bonne volonté de Laurent Kaboré, qui est élu, il ne peut pas évacuer tous les dossiers importants, ou disons, une bonne partie des dossiers importants de ce pays dans ces 5 années à venir. Justement, je suis d'accord avec vous, effectivement, cette cohabitation permettra d'aller au-delà des calculs politiques. Si la majorité doit accepter l'UPC, il faut aller au-delà des calculs politiques et voir la raison. C'est pour ça que j'ai dit tout repos sur le MPP aujourd'hui. Est-ce que ce que vous êtes en train de voir là, est-ce que le MPP voit les choses de cette manière-là? Voilà une question. Évidemment, il faut penser aussi à 2025 parce qu'il faut présenter un bilan. Vous avez raison parfaitement. Il faut lutter contre le terrorisme efficacement. Il faut donc régler également la question de la fronde sociale. Peut-être que l'UPC pourrait être un accord par rapport à ça. Mais est-ce que le MPP voit les choses de cette manière? Parce que vous savez que quand on sort d'une élection, il y a pas mal de soutien qu'il faut récompenser. Je me demande comment est-ce que le partage du gâteau va se faire avec tous ces soutiens du MPP. Attendons de voir. On attend de voir, oui. Albert, on va passer au troisième sujet. Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, qui reçoit ses passeports et envisage de rentrer en décembre. Et c'était ce vendredi 4 décembre où il a reçu deux passeports, un passeport ordinaire, mais aussi un passeport diplomatique. Il avait dit sur un plateau, notamment à TV5, qu'il trouve inélégant peut-être d'aller lui-même le chercher, mais finalement le pouvoir ivoirien a joué un peu à l'élégance. Non, mais c'était évident parce que Alassane, pour un stratège politique, Alassane n'allait pas remettre, Ouattara n'allait pas remettre ses documents avant les élections. En Côte d'Ivoire, je veux dire, le 31 octobre, vous avez vu que immédiatement reçu sur le champ dans le communiqué de l'avocat de Babo, elle dit que Abiba Touré dit que Babo envisage de rentrer ce mois de décembre 2020 même en Côte d'Ivoire. Donc vous imaginez que si Laurent Gbagbo avait ses passeports peut-être 1 mois ou 2 mois à l'avance avant le scrutin en Côte d'Ivoire, il allait encore tenter de rentrer. Même si la tentative échoue, ça allait encore prendre le dessus sur tout le débat politique en Côte d'Ivoire. Et des gens diront que c'est une raison politique. Aujourd'hui, je pense qu'après l'élection de Alassane Ouattara, il va décrisper un peu la situation politique en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas exclu qu'après la remise de passeport, que des prisonniers politiques soient libérés ou soient mis en liberté provisoire. Ce n'est pas exclu encore qu'après le scrutin également, qu'ils puissent au moins revoir certaines choses, que ce soit au niveau
des concessions avec l'opposition. Mais ça montre déjà que ça va un peu dans le sens de la réconciliation qu'il a lancée, parce que vous avez eu la lettre de Macron, du président français, qui disait qu'il était content qu'il puisse prendre déjà contact avec l'opposition, notamment Henri Konan-Bédié, qui avait également proposé comme préalable la libération des détenus politiques et tout ça. Et alors que Laurent Gbagbo fait partie quand même des figures importantes de cette opposition aujourd'hui contre Alassane Ouattara. Donc je peux dire que c'est un premier pas déjà. Mais en plus de ça, il faut s'attendre à ce que peut-être d'autres actions viennent peut-être dans les jours ou dans les semaines à venir. Si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire avant fin décembre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça peut être l'élément déclencheur véritable de la réconciliation? Parce qu'en Côte d'Ivoire aussi, il faut savoir qu'il a été condamné en Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara avait dit que pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire avec la sérénité, il faut travailler pour que même ces condamnations-là soit aménagé pour qu'il puisse être accueilli. Dans le communiqué de son avocat, il a bien dit de travailler avec le pouvoir pour qu'il puisse revenir comme en tant qu'ancien chef de l'État. Ouais. Donc ça veut dire qu'il veut entrer dans tout ce qui lui revient de droit, du point de vue protocole, du point de vue les honneurs. Il veut revenir en tant qu'ancien chef d'État, mais pas en tant qu'un ancien prisonnier de la CPI, qu'on a vu un peu en RDC avec Jean-Pierre Bemba. Alors donc moi je pense que ça peut être l'élément déclencheur de la réconciliation véritable en Côte d'Ivoire, parce que le seul fait qu'on dit que Laurent Gbagbo arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais c'est tout le pays qui sera en ébullition, pour ne même pas dire qu'une bonne partie de la population sera en joie. Naturellement, il y a des gens qui seront encore mécontents parce qu'ils s'attendaient à avoir une justice qui allait désigner les coupables ou les bourreaux de victimes de 3 000 morts de la crise post-électorale de 2010. Leur espoir est vite passé en désespoir. Donc, ça va être des grincements de dents. Certains ne seront pas contents. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, plus Gbagbo a passé le temps à l'extérieur, on pourrait dire que sa cote de popularité a aussi grimpé dans certains milieux. S'il y avait des sondages à faire, on dirait même que il pourrait même, s'il se représente comme candidat, il a une forte chance de passer. Oui, Paul Miki, c'est votre avis également que c'est une bonne chose de lui remettre ses 2 passeports, mais en même temps, regarder de près son retour. Oui, je pense que c'est une bonne chose, mais il faut dire déjà que le président Ouattara, l'impression que j'ai, c'est qu'il a serré tous les verrous pour se faire élire, parce que ce n'était pas évident l'élection du 31 octobre dernier, cela d'autant plus que sa candidature était contestée par l'opposition. Donc il a mis toutes les chances de son côté, serré tous les verrous qu'il fallait serrer pour justement se faire élire. Aujourd'hui, il entame un 3e mandat très controversé, contesté d'ailleurs par l'opposition. Donc il est dans une dynamique de desserrer maintenant les taux sur lui-même et sur ses partisans évidemment. Et c'est dans cela que s'inscrit évidemment la remise des 2 passeports au président, l'ancien président Laurent Gbagbo, des passeports signés par lui-même en tant qu'Alassane Ouattara. Et je crois d'ailleurs que, pour répondre maintenant à votre question, son retour évidemment en Côte d'Ivoire devrait normalement contribuer évidemment à la réconciliation, à l'apaisement, parce que Laurent Gbagbo est beaucoup attendu par ses partisans, notamment à Abidjan, dans certains quartiers populaires qui lui sont favorables, notamment Yopougon et dans son village évidemment. Donc, voilà. Et on sait aussi que, bon, ce retour-là, c'est attendu comme je l'ai dit, mais il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que Laurent Gbagbo a déjà fait l'objet d'une condamnation de 20 ans en Côte d'Ivoire par rapport justement à l'affaire de braquage de la BCAO. Et le président Ouattara a toujours une carte en main, c'est-à-dire pour donc avoir la pression permanente sur l'ancien chef d'État. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle entre-temps d'amnistie, en temps de grâce présidentielle aussi. Donc il a toutes les cartes en main pour gérer, si vous voulez, ou téléguider l'ancien président ivoirien. Mais ce serait intéressant de mon point de vue, effectivement, qu'il puisse rentrer, parce que sa place est en Côte d'Ivoire. Et je pense d'ailleurs que, étant donné qu'il a été complètement libéré au niveau de la Cour pénale internationale, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, ça a traîné, de mon point de vue, depuis le temps qu'on l'a remis en liberté. Il ne devrait pas donc rester en exil à Bruxelles, même si on sait effectivement que les raisons sont profondément politiques et le contexte ne s'y prêtait pas pour les élections. Ouattara a tout fait justement pour le maintenir là-bas et organiser ces élections, et après il peut revenir. Maintenant, c'est un grand pas pour la réconciliation, mais tout dépendra du rôle que va jouer l'ancien président ivoirien une fois à Abidjan. Est-ce qu'il va continuer justement à faire de la politique active, ou bien il va rester simplement comme dans un statut d'ancien chef d'État? Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il reste et demeure le principal opposant en Côte d'Ivoire, au regard donc de ce que l'on voit avec la scission du RHDP, même si de l'autre côté on a Guillaume Soro
et qui malheureusement aussi se retrouve donc dans des déboires judiciaires. Donc on attend de voir quelle tournure prendra justement ce retour à Abidjan. Mais je crois d'ailleurs que non seulement comme il a dit, c'est évidemment bon pour la réconciliation, mais bon, on attend de voir effectivement quel comportement. C'est même un symbole fort. Hein, c'est très symbolique. Parce qu'il commence son quinquennat avec ce symbole-là. Et il faut le dire aussi quelque part, Alassane Ouattara en avait besoin aussi parce que quelqu'un vous avait envoyé à la CPI, si la justice n'a pas condamné et vous n'êtes pas réélu président, vous quittez le pouvoir. L'histoire retiendra que vous avez... Mais aujourd'hui, l'histoire retiendra quand même qu'il fait une sortie honorable. Oui, la préoccupation peut-être c'est les 3000 victimes. Je pense que il a fait 10 ans quelque part, il revient... Bon, moi, c'est ce sentiment de frustration que je ressens. Mais est-ce que Laurent Gbagbo et son équipe sont les seuls comptables de ces 3000 victimes? Mais justement, la préoccupation des Ivoiriens, c'est ça. Ça veut dire que les institutions chapouillées à la limite, et véritablement, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est senti brisé dans sa chair, parce que moi, j'ai eu des parents qui sont morts. Voilà des gens qui sont en train de s'amuser au sommet de l'État. Ils se donnent des passeports pour revenir. Bon, finalement, qu'est-ce que les Ivoiriens qui ont... Il y a eu quand même un jugement, il ne faut pas le croire. Oui, mais justement, le jugement de condamnation, il n'a pas été condamné, à la limite, si on veut voir. Il est allé faire 10 ans, il revient. Alassane Ouattara, qui avait peut-être condamné, bon, des prisonniers qui étaient en Côte d'Ivoire à l'époque, ont plus ou moins souffert, peut-être. Sinon, s'il revient, il va faire encore, peut-être Alassane va partir. On va quitter le pouvoir en 2025, définitivement. Peut-être lui, il va venir continuer à gouverner. Non, Alassane a promis de revoir la Constitution. Non, justement, je vais dire par rapport à ces hommes politiques et les populations. Bon, finalement, les Ivoiriens vont continuer à souffrir, à peiner dans leur chair par rapport à des gens qu'on a tués. Et finalement, c'est les gens Xavier Bilem-Niégré, quel peut être le retour de Laurent Gbagbo et quel rôle il pourra jouer? Est-ce qu'il va répondre à la justice comme certains l'ont dit sur ce plateau, ou bien il faut travailler à mettre en place tout un processus où on aborde sereinement le dialogue dans un climat de confiance, oui, et puis dans le sens de l'apaisement? Moi je pense que pour une bonne réconciliation, il faut que Laurent Gbagbo vienne, mais il faut qu'il se fasse de la classe politique pour laisser au moins les Ivoiriens digérer leur peine et avoir de nouvelles personnalités à la tête du pays. Sinon, s'il vient avec ses passeports, c'est encore le boucan, comme les Ivoiriens vont le dire, et il sera peut-être président en 2025. Bon, moi je pense que ça ne change pas grand-chose pour les Ivoiriens qui ont souffert dans leur âme par rapport à ces événements qu'on a vécu en 2010-2011. Oui, Paul Miki, vous ne semblez pas être d'accord avec vous? Non, je vois mal Laurent Gbagbo à Abidjan s'éclipser complètement de la politique, même si lui-même le décide personnellement. Vous savez que c'est quelqu'un qui a été ancien chef d'État. Aujourd'hui, donc, il a des partisans qui sont des milliers, beaucoup d'Ivoiriens attendent son retour. Même si lui-même s'éclipse, il faut s'attendre à ce qu'il y ait en tout cas de l'agitation politique autour de sa personne. Et je pense que c'est ce que voit d'ailleurs Alassane Ouattara. C'est ça qui justifie d'ailleurs sa réticence justement à le voir venir. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte où le président Ouattara, heureusement ou malheureusement, en tout cas, toutes les cartes en main, parce qu'il y a cette condamnation qui l'attend. Donc tout dépendra donc du comportement de Laurent Gbagbo à Abidjan. Si il est politiquement actif, on peut donc actionner encore la condamnation de 20 ans de prison et il peut avoir donc des déboires. Je pense qu'il va peut-être préférer l'exil à Bruxelles plutôt qu'une prison à Abidjan. Ça dépendra. Mais bon, on a la justice on pourrait utiliser pour faire pression sur les ambitions politiques de Laurent Gbagbo. En fait, je veux dire que c'est très déterminant quand on suit la dernière interview qu'il a accordée à TV5 Monde. Oui. On n'a pas forcément le Gbagbo coloration politique, mais on a un Gbagbo qui est en train de se... conciliateur, qui est en train de se muer entre eux. Qui choisit les mots. Tout à fait. Un vrai politicien, un vrai stratège également, son retour peut être vu autrement. Il peut revenir, mais c'est jouer véritablement le pacificateur, l'homme qui tente de rassembler les Ivoiriens, qui tente de créer une fédération, parce que là aussi c'est dire que c'est un nouveau combat qu'il veut mener et gagner ce combat-là, qui est le combat de l'homme de la liberté ou l'homme de vrai pacificateur, parce qu'on retiendra que c'est sous lui d'ailleurs qu'il avait organisé la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire à l'époque.
Mais la question qui peut bien se poser, c'est qu'il a dit qu'il a fait la politique, il ne s'est fait que la politique. On ne peut pas dissocier aujourd'hui le retour de Laurent Gbagbo et l'avenir de Blé Goudé. Est-ce que Laurent Gbagbo, une fois en Côte d'Ivoire, Blé Goudé mettra du temps pour venir? Parce qu'il faut se dire que dans la balance, l'opposition va vouloir peser pour que tous ces gens-là reviennent en tant qu'exilés politiques. Laurent Gbagbo pourra maîtriser ses partisans, parce que ça dépend de là aussi. Quand on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec la justice qui est accusée de poursuivre les gens d'un seul camp, est-ce que ce ne sera pas l'occasion effectivement pour les partisans de Laurent Gbagbo de se faire entendre autrement, même si lui il demande le calme ou il joue au réconciliateur? C'est une équation également à régler, parce qu'il peut ne pas maîtriser justement ces millions de militants qu'il a en territoire ivoirien. Oui, Xavier, on va terminer par le Mali très rapidement, où on l'a vu depuis hier, on connaît le président du CNT et puis on connaît également la composition de ce CNT, mais beaucoup de critiques ont fusé de part et d'autre sur un peu le rôle joué par la junte dans la composition de ce CNT, et même la même mise que la junte a sur le pouvoir au bord du Djoliba. Pour vous, est-ce que c'est, comme certains le disent, un mépris de trop de cette junte à la classe politique, ou comment on peut l'analyser? Alors je pense que c'est des critiques légitimes, hein, parce que comparé peut-être à notre transition où en tout cas il n'y avait pas beaucoup de militaires, mais quand même il y en avait. En tout cas, quand on voit même le président du CNT, il était l'adjoint, le numéro 2 de la junte. C'est lui qui était adjoint au niveau du camp de Kati, où il y a eu la mutinerie. Bon, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui n'était pas dans les arcanes du politique, alors qu'une assemblée nationale, il faut avoir au moins le b.a.-ba dans une lecture politique pour pouvoir canaliser certaines opinions ou canaliser certaines personnalités par rapport à ce que vous voulez atteindre comme objectif. Les gens ont peur parce que ils craignent une suite de la militarisation donc, du pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale. Et je pense que les gens ont aussi peur parce que est-ce que cette Assemblée pourra vraiment transcender les préoccupations des Maliens dans les coins un peu reculés? Quand vous regardez un peu la composition, elle est multicolore, on a les M5RFP, il y a la classe politique de l'opposition comme la majorité, l'ancienne majorité. La CMA aussi. Voilà, la CMA, il y a même l'ex-rébellion qui est représentée. La préoccupation, c'est de voir est-ce que vraiment les préoccupations des Maliens seront prises en compte par cette Assemblée. Figurez-vous, on a vu un peu ici où les réseaux sociaux agitaient beaucoup, on croyait qu'il y avait l'euphorie, l'opposition allait vraiment prendre le pouvoir, mais quand on est parti aux élections, on a vu un peu les résultats. C'est pour dire que ceux qui aiment, qui ont la parole tous les jours, qui sont les représentants des organisations, des associations et autres, là, n'arrivent pas forcément à avoir, être représentatifs des populations locales. Et moi, j'ai bien peur de ça. Parce que si la mayonnaise a mis du temps pour prendre, figurez-vous que c'est depuis longtemps qu'on parle de cette organisation, de sa mise en place, mais elle a mis vraiment du temps pour prendre. Ça veut dire que, bon, peut-être on peut avoir choisi des gens qui ne pourront pas vraiment parler des préoccupations des populations maliennes dans les coins reculés. C'est ça. Est-ce que c'est votre sentiment également que le choix de cette CNT et même la même mise de la junte sur le pouvoir au Mali peut poser problème au regard du délai aussi de la transition, 18 mois? Oui, pour commencer d'ailleurs avec le délai de la transition, parce que hier j'ai suivi quelque part des médias qui disaient que le CNT avait la possibilité de décider même de la prolongation de ce CNT, de la transition. En un mot, ça veut dire que on a vu une junte qui a été très subtile avec la CEDEAO, qui a su jouer contre la CEDEAO et que même à un moment donné, cette junte-là, où du moins la transition va échapper à la CEDEAO, parce qu'au début, la CEDEAO disait qu'il faut un président civil, il faut, je ne sais pas moi, un premier ministre civil. Ils ont tout fait pour créer le poste de vice-président avec tous les pouvoirs qu'ils ont bombardés au vice-président, oui, qui était la refondation, la question des défenses et de sécurité, et
je crois même une réforme de façon générale. Et après cela, personne ne voyait venir quelqu'un de la junte à la tête du CNT. Et Malick Dia, je crois que, pour ne même pas dire qu'ils ont fait un travail minutieux. Parce que puisque jusque-là, c'était le seul qui n'avait pas eu de poste. Oui, tout à fait. Parce que sur 121, on va dire CNTIS ou membre du CNT, il a eu 111 voix. Ouais. Ça veut dire qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait de façon souterraine pour qu'il était d'ailleurs le seul candidat. Donc c'est une manière d'aller lui dire, bon, voilà, il faut prendre cela. Mais à la fin, on peut en vouloir au truc, à la junte. Mais quelque part, je me dis aussi, peut-être il y a des raisons que nous, on ignore beaucoup. Si la crise malienne, si le mal il est profond, et que la junte voit à l'interne qu'il n'y a qu'une mesure forte pour pouvoir véritablement arriver à changer la donne, et qu'elle a la capacité entre ces éléments à pouvoir faire changer les choses, moi je me dis, bon, c'est de bonne guerre. Oui, parce que surtout que même quand on fait un sondage dans l'opinion publique malienne, elle semble un peu d'une voix dissonante par rapport à la classe politique. Oui, tout à fait. Parce que la classe politique a ses raisons et ses intérêts. C'est qu'elle traite. Mais quand on regarde, il y a un autre débat qui se pose aussi. Vous avez la question de la négociation avec les groupes armés terroristes, dont le Premier ministre dit qu'il n'est fait qu'appliquer l'accord politique qui a été signé avec les membres de... Bon, parce que là-bas, c'est différent qu'au Burkina quand on parle de négociation avec les terroristes, parce qu'il y a eu un dialogue où des signataires de l'accord d'Alger, ça veut dire qu'on participait à cet accord-là. Donc, c'est des gens ou des entités qui sont déjà ciblées, connues, avec des plateformes qui sont bien claires. Donc, le Premier ministre dit que la négociation, c'est émane de la volonté du peuple malien, donc on le fait. Le deuxième débat, c'est la limitation aussi de l'âge pour être candidat aux élections présidentielles à venir, parce qu'il y a la question, on parle déjà probablement de 70 ans. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a des figures importantes de l'opposition comme Soumaïla Cissé qui pourraient être out. Donc, on a l'impression que cette jeune veut travailler à refonder véritablement, ou du moins à faire des réformes comme on aspire à certains Maliens, pour que, avant de quitter les affaires dans 18 mois, que ce soit un autre Mali qui soit véritablement sur de nouvelles bases. Il ne faut pas travailler à soigner d'autres et puis laisser d'autres mots qui puissent régénérer ou créer des problèmes après. Oui, Paul Bikirwamba. Oui, alors sous réserve de la confirmation des hypothèses que Albert émet, notamment la connaissance du terrain par les militaires, parce qu'effectivement on peut dire aujourd'hui qu'ils sont les mieux renseignés en ce qui concerne cette crise malienne qui est effectivement très profonde, hein, parce que vous savez que tout part donc de la question terroriste, la rébellion Touareg et tout ce qu'on a connu avant. Mais sous réserve de cela, il faut dire effectivement qu'on a malheureusement une transition presque complètement militaire. Ça, c'est un constat que l'on fait. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que les militaires ne sont venus que parachever une lutte qui était en cours avec les civils, parce que contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, c'était donc les civils que l'on voyait avec les manifestations chaque semaine autour donc du M5 RFP, jusqu'à ce qu'il y ait le putsch du 18 août qui est venu simplement parachever donc cette lutte engagée par les Maliens civils dans leur ensemble. Aujourd'hui, ce serait effectivement regrettable de voir que les militaires viennent s'accaparer la gestion de la transition. Mais comme Albert l'a dit, allons-y comprendre le fond de la crise malienne pour effectivement essayer de comprendre également et cette attitude des militaires de vouloir avoir une certaine mainmise sur la situation, parce que très probablement il y a des informations qu'ils ont que les civils peut-être au Mali n'ont pas. Donc on est dans ça. Sinon on a vu effectivement les militaires donc s'accaparer tout. On a même vu la crise avec le M5 RFP, avec également qui a à un moment donné boycotté certaines assises, avec également les civils. Mais le risque ici, c'est le suivi, ou du moins la longévité de cette transition, parce qu'aujourd'hui, si les frustrations renaissent au sein donc de la société civile, il va falloir s'attendre effectivement à ce qu'on n'ait pas une transition apaisée comme celle qu'on a connue au Burkina. Ça veut dire évidemment une transition qui va être émaillée effectivement de manifestations populaires une fois de plus, et en ce moment-là, il y a quelqu'un qui va certainement rire sous cap, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui aujourd'hui donc a dû quitter le pouvoir le 18 août par un coup de force. Donc on est dans cette situation et on attend de voir jusqu'où ira effectivement la transition, parce que vous savez que le pouvoir, quand on le goûte, ça donne certains appétits, et il n'est pas exclu effectivement que la transition de 18 mois soit prolongée à 3 ans, à part le même Conseil national de la transition. Et en ce moment, il y aura la communauté internationale aussi qui verra ouvrir. Albert, vraiment pour terminer, si la junte aussi s'accapare les postes au Mali aussi, il faut se dire qu'au moment où la junte arrivait aussi, il y avait une classe politique ou d'opposition qui était totalement absente, qui n'existait
pratiquement pas. Avec Soumaïla Cissé entre les mains des groupes armés terroristes, avec le régime en place qui était combattu également. Donc la seule force qui existait, il n'y avait que le de Mamoud Dicko, qui aussi n'avait pas une plateforme en tant que telle, revendicative, en tant que telle, sur lesquelles on peut se baser. Oui, c'est des gens qui ont créé peut-être un mouvement spontané, qui ne sont pas forcément des interlocuteurs qui pourront être légitimes avec qui on discute. Quand on repart du côté de la classe politique, on n'a pas forcément aussi des interlocuteurs avec qui on discute. Donc finalement, il y a une jeune aussi qui est arrivée, mais qui a besoin d'un contre-pouvoir qui n'existe pas, donc qui trouve qu'il y a un vide qui est là, on est obligé de faire. Mais au-delà de ça aussi, il y a des sujets majeurs, parce qu'avant que Ibeka ne tombe, vous avez vu que des généraux ont été soupçonnés de corruption ou de malversation financière à des milliards. Est-ce qu'aujourd'hui, si cette gente qui est là, si la gente a fait son diagnostic et qu'elle sait qu'au niveau, c'est des problèmes, si on se retire tout de suite en laissant les choses entre les mains des civils, est-ce qu'on ne va pas des années sans trouver un véritable problème à ces malversations? Est-ce qu'on pourrait recoudre vraiment la cohésion du tissu de l'armée? Est-ce qu'on n'aura pas de problème? Tout en sachant que c'est quand même 70% du territoire, pour ne même pas dire les 2 tiers du territoire malien aujourd'hui, qui sont sous menace terroriste. Ça, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Xavier Belemiégré est de Radio Burkina, merci d'être venu. Paul Miki Rwamba est directeur de rédaction de Ouaga FM, merci d'être venu. Et Albert Nagrego est directeur de publication de Libre Info. Merci également d'être venu. On se retrouve donc dimanche prochain pour un autre débat de presse. Merci pour votre attention et à bientôt.